Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sébastien Paris-Horvitz est avec nous ce soir, stratégiste de la Banque Postale Asset Management. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Merci d'être là. François Collet nous accompagne également, gérant obligataire chez DNCA Investments. Bonsoir François. Bonsoir. Et puis Franck Dixmy avec nous également. Bonsoir Franck. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur des gestions obligataires d'Allianz Global Investors. Parlons des taux pour commencer. C'est l'histoire de la rentrée d'une certaine manière. On a marqué des points bas sur les taux au cœur de l'été et puis on a vu un mouvement de remontée assez généralisée des rendements obligataires qui semble s'accélérer depuis quelques semaines aux États-Unis, en Europe, un peu partout dans le monde. Voilà, dans cette nouvelle séquence de remontée des rendements obligataires, qu'est-ce qu'il faut comprendre, Franck? Quels sont les derniers développements que le marché est en train d'intégrer sur le plan des marchés de taux? Vous l'avez dit en introduction, on est dans une période où il y a un certain nombre d'incertitudes, alors même qu'on vient d'une période où on avait beaucoup de certitudes. Il y a un an, on avait un policy mix extrêmement agressif, politique budgétaire, politique monétaire. On ne se posait pas de questions, on savait exactement où on allait. Et on est dans cette période de transition avec une reprise très forte, de rattrapage, mais pas que. Et dans ces périodes de transition se pose la question du débranchage de tous les plans, en fait, que ce soit les aides budgétaires ciblées, et la politique monétaire. Donc la question se pose sur la politique monétaire, et surtout aux États-Unis. On pourra parler de la zone euro, on n'est pas du tout dans ce contexte-là, parce que les États-Unis sont en avance en termes de cycle. Et la Fed, dans toute sa communication, a clairement télégraphié au marché, effectivement, qu'elle allait reprendre très très progressivement ce qu'elle avait pu donner en termes de liquidité. Et cette période de transition sur la politique monétaire, et un moindre relais aussi sur les politiques budgétaires, s'accompagne d'une période d'incertitude macroéconomique où le FMI le souligne. On a pas mal de divergences en termes de croissance globale et on a des surprises à la hausse sur l'inflation. Alors ça, c'est très intéressant. C'est surprise à la hausse sur l'inflation, mais c'est très intéressant de voir d'où elles viennent, en fait. Il y a la Fed de Cleveland qui a publié une étude assez intéressante où on voit que les 2/3, en fait, de l'inflation sous-jacente viennent des secteurs Covid. Et finalement, c'est assez rassurant. C'est assez rassurant parce que ça confirme l'intuition qui est de dire qu'on observe tellement de disruptions finalement dans la chaîne de production qu'on a une inflation en fait qui vient de ces goulets d'étranglement sur l'offre et pas de la demande. Parce qu'il y a d'un côté il y a la bonne inflation, c'est plutôt drivé par la demande, et de l'autre la mauvaise inflation qui vient du côté de toute cette perturbation sur l'offre. Et la question que se posent les marchés, c'est comment vont réagir les banques centrales. Et je dirais que la Fed les aide pas trop. Parce que le discours récent qu'on a eu de la part de la Fed vient en contradiction avec ce qu'elle avait annoncé pendant pratiquement un an, que son focus essentiel, c'était surtout l'emploi, pas tellement la stabilité des prix. Et là, on sent que finalement, la stabilité des prix, donc ces problèmes d'inflation là, qui surprennent à la hausse, redeviennent le critère numéro 1 pour la Fed. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui dans les marchés, c'est un recalibrage des anticipations de hausse de taux et un recalibrage des taux sur des niveaux un petit peu plus hauts par rapport à ce qu'on pouvait anticiper. Le changement de discours de la Fed, ou l'évolution du narratif de la Fed, comment il faut le comprendre, Franck? Parce que vous le dites vous-même, sur la base d'études de la Fed de Cleveland, les 2/3 de l'inflation sous-jacente aux États-Unis sont liés à des problèmes d'offres, toujours liés à la pandémie et au Covid. Est-ce qu'il y a un risque quand même que les problèmes d'offres, que l'inflation liée aux problèmes d'offres se transforme demain en une inflation plus liée à la demande, donc avec un effet de second tour sur les salaires? Est-ce que c'est pour ça que la Fed est en train de changer de discours entre les lignes? Est-ce que c'est ce qu'il faut comprendre? Est-ce que c'est ça le risque principal aujourd'hui? Ou est-ce que c'est simplement que le rattrapage de l'inflation manquante des dernières années a été effectué et que, comme vous le disiez, il faut maintenant arriver à normaliser dans une certaine mesure la politique? Je crois que la Fed, en fait, a été sans doute un petit peu loin dans l'espèce d'effort de transparence, de visibilité qu'elle voulait fournir au marché, avec une séquence qui est tapering, puis après la fin du tapering, hausse des taux, etc. Et aussi avec ce nouveau cadre de politique monétaire, qui est de dire, on se met behind the curve, on va réagir par rapport à l'inflation. On peut admettre une inflation plus forte, ça vient compenser une inflation plus faible qu'auparavant. Mais garder cette position behind the curve, alors même qu'on a des surprises à la hausse sur l'inflation, c'est quand même une position extrêmement difficile. Donc là, elle recalibre son discours. Je crois qu'il va falloir qu'elle change aussi cette communication sur cette séquence,
parce que dans un contexte d'inflation à la hausse, et je crois que tout le monde admet qu'elle est temporaire, mais le problème c'est le temporaire, combien de temps ça dure ? Combien de temps ça dure ? Donc le FMI d'ailleurs est assez rassurant, puisqu'il nous dit que mi-2022 on retourne pour les pays développés en tout cas, c'est 2%. Pour les économies développées. Mais néanmoins, il y a des primes de risque qui se forment dans les marchés sur l'inflation. On voit que les indexés inflation progressent quand même avec des break-even qui ont pris 20 BP de hausse sur la dernière semaine. Donc il y a quand même cette inquiétude dans le marché. Enfin, cette inquiétude. Disons que les marchés reforment des primes de risque inflation qui n'existaient pas. On ne peut pas parler d'inquiétude parce qu'il n'y a pas non plus de dérapage, ça reste bien contrôlé. Mais en fait, c'est une ligne de crête. C'est une ligne de crête pour la Fed. C'est un exercice extrêmement difficile. Pour l'instant, elle a fait un boulot assez remarquable, puisqu'elle a communiqué au marché ses intentions sans qu'il y ait de drame sur les marchés. Les marchés equity sont toujours pratiquement au plus haut. Et les taux, sont un petit peu plus hauts, mais enfin, ils sont quand même inférieurs au niveau qui prévalait il y a encore quelques mois. Donc pour l'instant, c'est un sans faute, mais c'est une ligne de crête. Il faut que le discours de la Fed soit un peu plus équilibré, un peu plus symétrique autour justement du sujet de l'inflation aujourd'hui. Oui, et puis le risque, c'est le risque d'erreur de politique monétaire. Justement, moi ça m'intéresse. Si on prolonge la discussion avec vous, François, bien sûr, vos commentaires à l'un et à l'autre. Et puis, allons un peu dans le détail du pricing de marché. Restons sur la Fed, évidemment, qui est plus avancée que les autres. Qu'est-ce que le marché attend en termes de normalisation de la politique de taux, notamment aux États-Unis, sachant, comme l'a rappelé Franck, que Jérôme Powell, à la tête de la Fed, a toujours tenu à dissocier le tapering, l'extinction de la politique quantitative, de la normalisation des taux futurs. Effectivement, la Fed cherche à dissocier les séquences et elle veut surtout pas que le marché soit en avance sur ce qu'elle va communiquer, parce que le marché, si les taux d'intérêt long terme devaient remonter trop vite, ferait le travail à la place de la Fed. Elle veut garder le timing. Donc c'est important. N'oublions pas qu'il y a encore 4 ou 5 mois, la Fed nous disait que le tapering, ce serait pour dans très 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 longtemps, et puis que finalement on l'aura d'ici peu de temps. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, qu'est-ce que nous price le marché aujourd'hui ? Une première hausse de taux au cours du deuxième semestre de l'année prochaine. Et si on regarde un petit peu plus loin, on a grosso modo 150 points de base de remontée de taux anticipés par le marché de la part de la Fed au cours des 3 prochaines années. D'accord. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le marché nous dit qu'on aura les taux de la Fed au même niveau qu'avant la crise du Covid en 2024. Alors, c'est possible, mais il faut se rendre compte que les incertitudes ont beaucoup monté sur la croissance, mais aussi également sur l'inflation. Que cette année, on aura largement comblé l'output gap, c'est-à-dire comblé le déficit de croissance qu'on a ouvert pendant la crise du Covid. On a également comblé l'inflation gap qu'on avait ouvert depuis quelques années. Et finalement, la question peut se poser, est-ce que l'environnement macroéconomique justifie d'avoir des taux d'intérêt encore 150 points de base sous ce qu'ils valaient avant la crise du Covid. C'est une vraie question, et je pense qu'il est tout à fait possible que la Fed ait besoin, si l'inflation se montre ne pas être si transitoire que ça, ce qui est, encore une fois, je pense qu'il faut s'ouvrir un petit peu à cette possibilité-là. La probabilité, et les marchés sont là pour pricer les probabilités, que l'inflation dure plus longtemps que ce qu'on anticipe, me paraît aujourd'hui significative. Il faut probabiliser ce scénario-là, et dans ce contexte, les taux d'intérêt ont encore sans doute un petit peu de place pour aller continuer à pricer un peu plus de hausse de taux de la Fed. Oui. Ah oui, donc c'est-à-dire que l'idée qu'on aurait une hausse de taux en 2022, le lift-off, comme on dit en 2022, plus 3 hausses de taux chaque année en 2023 et 2024, vous dites que c'est peut-être pas encore un scénario très agressif. Non, c'est possible, mais c'est pas très agressif, non. Ah ouais. Bon. C'est beaucoup plus brutal. Moi, je pense que la Fed n'a pas du tout changé. C'est-à-dire la Fed, depuis qu'on est sorti de la précédente crise, d'ailleurs, c'est pas la seule banque centrale du monde développé qui dit l'inflation n'existe plus. Et c'est vrai qu'il y avait des dynamiques qui étaient associées à des faibles inflations, la globalisation, l'organisation du marché du travail, la technologie. Il y avait plein de facteurs qu'on disait séculaires et qu'on pense vont revenir tout de suite après cette crise.
Or, pendant cette crise, il y a quelque chose qui a changé. On le sait, outre ces goulots d'étranglement créés par la crise, par un effort incroyable des pouvoirs publics pour relancer vite la demande est allée plus vite que l'offre. On a créé des goulots d'étranglement un petit peu partout. Je pense qu'on vit un moment différent et surtout, on a ces policy mix qui a complètement changé. On en a parlé plein de fois, Grégoire, et on voit bien que la capacité de la politique monétaire à transmettre son impulsion est beaucoup plus forte aujourd'hui. Et on se retrouve effectivement dans des situations où on a toujours le même paradigme qui règne à la Fed. Monsieur Powell, outre le fait qu'il veut absolument retrouver son poste quand la décision sera faite, je pense que rarement, à la rigueur, même Greenspan n'était pas aussi dovish, comme on dit, que M. Powell. Powell a, pour le dire un peu brutalement, un peu peur de son ombre. Et donc, la Fed, depuis pas mal de temps, a adopté, comme le disait Franck, ce court-termisme, c'est-à-dire on réagit aux chiffres parce qu'on n'est pas capable finalement de prévoir avec clarté le futur. Et surtout, notre objectif, c'est l'emploi. L'inflation, ce n'est pas vraiment un problème. Et tout à coup, le monde commence à glisser sous les pieds. Il faut changer de rhétorique. Et ce qui est intéressant dans le rapport du FMI, alors je l'ai lu en diagonale. Oui, c'est sorti cet après-midi. Voilà. Et j'ai retenu un truc, parce que, encore une fois, il faut le voir comment tout le monde est en train de changer. Le FMI nous disait il y a peu de temps, même sur le rapport précédent, le policy mix aujourd'hui est parfait. Ouais. Et la politique monétaire doit accompagner ça. Il ne faut rien faire. Il ne faut pas se précipiter. Tout ça est transitoire sur l'inflation. Dans le rapport, il y a écrit maintenant, attention, en fait, oui, ça peut être transitoire, mais le transitoire qui dure peut-être va exiger que les politiques monétaires s'adaptent, voire si ces tensions durent, les anticipations peuvent bouger, et là, il va falloir aller beaucoup plus vite, et il ne faut pas avoir peur de le faire, et c'est la phrase la plus importante qu'ils mettent, pas avoir peur de le faire, même si l'emploi n'a pas retrouvé les niveaux, les objectifs qu'on a. Donc c'est une sorte de phrase pour la Fed. Attention, vous risquez, ce que disait Franck, l'erreur de politique monétaire, d'aller plus vite. Et de fait, cette incertitude qu'on voit dans les marchés, on le trouve dans ce calcul compliqué qu'on essaye de faire souvent sur les courbes de taux pour extraire qu'est-ce qui est vraiment la prime de terme. Comment le marché se rémunère sur ce qu'on ne sait pas de l'avenir. L'incertitude de long terme. Et vous le savez, on était revenu à des territoires négatifs, c'est-à-dire qu'on était certain, la Fed nous disait, moi je ne bouge pas les taux d'ici. La Fed avait tué l'incertitude. Et ça y est, on est revenu en niveau positif, c'est un des facteurs qui explique la hausse des taux réels. En fait, le taux réel, quand on exclut ça, il est resté à moins 1 à peu près aux États-Unis, et c'est ça qui explique la hausse. Donc il y a de l'incertitude. Où on va aller, je pense qu'aujourd'hui, personne n'est capable. C'est-à-dire, si vous savez quand on va résoudre le problème de la crise énergétique partout dans le monde, je pense que personne le sait. Il y a plein de raisons structurelles derrière. Et comme Franck le disait sur l'histoire de l'étude de Cleveland, il y a plein d'études qui partent des prix, de la dynamique des prix. Il y en a plein. Il y a eu un truc hier, je crois que c'était la Banque de France qui sortait une étude. Tout le monde sort des dynamiques à l'intérieur des prix. Et donc on exclut ceux qui est lié au Covid, etc. Il n'empêche qu'on le sait bien que les indexations, elles peuvent arriver assez rapidement. Donc, sur les salaires quand on dit indexation, mais sur les indexations, d'autres prix. Moi, je produis, je sais pas, je transporte des pizzas et tout à coup, je dois acheter une nouvelle camionnette, elle me coûte 20% plus cher. Est-ce que les pizzas, je les vends plus cher ou je les vends moins cher? Donc, des choses aussi triviales que cela. Et donc, quand c'est temporaire, ça va. Donc déjà, un effet niveau, on a des niveaux de prix plus élevés. Et donc, je reviens à la chute pour parler de choses. Ouais. Donc, les taux, moi, je pense qu'ils vont continuer à pousser plus haut parce que l'incertitude va continuer à monter là-dessus. Et la chute est finalement sur la croissance. Et c'est l'autre sujet sur le FMI. Le FMI est super relax sur la croissance. Je pense que déjà aux États-Unis, le troisième trimestre va être mauvais. Alors, ce n'est pas forcément que l'inflation. Et le quatrième va être moins bon. Il n'y a pas feu au lac, mais il n'empêche que la croissance, le truc qu'on s'attendait, que l'inflation rogne un peu cette... Et on arrive à ce moment-là, ça y est. Il y a un phénomène d'autorégulation, entre guillemets, par les prix. L'inflation commence à détruire un peu de
de demande finale et de croissance. À moins qu'on ait justement la spirale salariale. De fait, le dernier chiffre des salaires aux États-Unis, mais qui est biaisé parce qu'il y a des facteurs sectoriels. Le rapport de vendredi montrait qu'on a une hausse assez importante qui est proche de l'inflation. Oui, mais choc de productivité, tous les économistes nous expliquent ça. Le coût de l'emploi n'a pas forcément augmenté parce que la productivité a beaucoup monté. C'est possible, on va voir, on aura le chiffre dans peu de temps sur le deuxième trimestre, parce qu'on ne l'a pas, et surtout on a besoin du troisième. On a besoin de plus d'informations. En fait, non, le deuxième, on a le troisième qui nous manque, et on a besoin de cette information. Mais je pense qu'il y a des tensions au niveau des salaires. On voit les gens qui sortent du marché du travail pour retrouver un autre boulot, et donc on peut avoir une croissance qui est affaiblie par cet effet-là. Ouais, Franck. Je crois qu'il y a un point qui serait absolument désastreux pour les marchés, ce serait que la Fed, enfin que les investisseurs aient le sentiment que la Fed perd de la main. Bien sûr. Perd sa crédibilité. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On le mentionnait. Enfin, quand on regarde les dots, les anticipations de marché se sont parfaitement calées sur les dots. Quand on regarde les anticipations des 3 mois euro-dollar, décembre 2023-2024, ça match parfaitement. Donc effectivement, on a 150 BP pricés. Quand vous regardez les taux longs, ils sont plutôt pas mal positionnés parce que le 5 ans dans 5 ans américain, il est à 2,30. 2,30, c'est très très proche du taux long terme d'équilibre de 2,5 sur lequel communique la Fed. Et puis, je pense qu'il faut garder en tête le fait que la Fed veut recréer un cycle financier. C'est extrêmement important parce que pour les banques centrales, comment se sortir de ce truc ? Là, on a créé un machin de soutien monétaire absolument gigantesque. Et l'enjeu, c'est avec une politique budgétaire peut-être un peu plus en soutien du côté américain, que la Fed reprenne un peu ce qu'elle a donné pour se redonner une marge de manœuvre et pour pouvoir vraiment avoir une action sur le cycle économique sur un horizon 3-4 ans. Et ça, je pense que c'est un enjeu majeur. Et là, hélas, la BCE n'est pas du tout dans cette optique-là. Oui, on va en dire un mot. Mais juste un mot là sur le marché du travail américain. Comment vous comprenez, alors c'est ce gap qui est en train de se creuser, François, entre les postes à pourvoir et les demandeurs d'emploi. Là, on voit des courbes qui se sont croisées quand même très violemment. On a déjà observé ça dans le passé. C'était fin du mandat de Trump, quand on arrivait à 3,5% de taux de chômage. Là, alors le chiffre a été un peu corrigé, mais on est entre 10 et 11 millions de postes à pourvoir aujourd'hui aux États-Unis, et on est à 7-8 millions peut-être de demandeurs d'emploi. Est-ce qu'il y a encore une contrainte forte sur l'offre de travail aujourd'hui aux États-Unis, je ne sais pas, pour des questions sanitaires ou autres, ou est-ce que là on arrive dans le dur avec un marché du travail, d'un besoin en compétences qui a structurellement changé et qui fait qu'il y a une inadéquation entre l'offre et la demande là. Il y a encore des contraintes qui pèsent sur l'offre de travail. Donc, on devrait voir un certain nombre de travailleurs revenir sur le marché du travail aux États-Unis, que ce soit pour des contraintes sanitaires, que ce soit suite aux ouragans qui ont eu lieu au début du mois de septembre, qui ont eu un impact sur les chiffres de l'emploi. Néanmoins, pour moi, le message, c'est que l'économie américaine est déjà pas si loin que ça de la surchauffe, de la surchauffe. De son plein régime, de son plein régime, puisque aujourd'hui, on a une inadéquation entre l'offre et la demande. On a répondu à cette crise en dopant considérablement la demande. Et c'est ce qu'on voit dans le policy mixte. La grosse différence par rapport aux réponses précédentes, c'est qu'on a beaucoup plus de soutien budgétaire. L'État-providence est là. Dès qu'il y a c'est devenu un assureur en dernier ressort. Dès qu'il y a un problème maintenant, on a dans un secteur d'activité, on a des difficultés d'approvisionnement sur la chaîne de production. On fait des demandes de chômage partiel pendant quelques semaines qui sont accordées. On a une augmentation des prix du gaz. La facture, ce sera pour l'État. Dès qu'il y a le moindre souci qui vient pour un type d'agent économique, l'État vient payer la facture. Et donc, ce qui fait que la demande ne peut pas baisser. Et donc, on a une demande qui tourne à plein régime, avec, à côté de ça, effectivement, pas mal de disruptions sur la chaîne de production, qui, à mon sens, sont vouées à rester. Et ce déséquilibre entre offre et demande, il y a un moment, il faut peut-être réussir à accepter que la demande s'ajuste aussi un petit peu par rapport à l'offre. Et vu qu'elle est dopée en permanence, c'est ça qui fait qu'on a cette tension sur les prix
qu'on nous disait transitoire pour quelques mois, semaines au printemps dernier, et puis un petit peu plus longtemps pendant cet été, et qui aujourd'hui, on peut imaginer qu'on aura 12, 18 mois, et peut-être plus, parce qu'entre 12 et 18 mois d'inflation largement au-dessus des objectifs des banques centrales, je pense notamment aux États-Unis, mais c'est le cas au Royaume-Uni dans une moindre mesure chez nous. Les discussions salariales commencent à se mettre en place. On a cette habitude qui était avant, un commerçant avait un peu honte et devait se justifier quand il devait monter ses prix. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de se justifier pour monter ses prix. Donc je pense... Et on l'affiche fièrement. Enfin, moi, on le voit tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est voilà, en raison de l'augmentation de 75% de ma matière première principale, c'est affiché dans les magasins. Mes prix finaux augmentent aujourd'hui de 10-15%. Voilà. Et donc, l'ensemble des agents économiques, je pense, sont prêts à accepter plus d'inflation, et c'est souhaitable également pour nous tous. Oui. Un point clé qu'a souligné une économiste là, qui est venue la semaine dernière, allemande, et qui suit évidemment de très près ce qui se passe entre les syndicats, les négociations annuelles en Allemagne. Point très intéressant, parce qu'on a du mal à imaginer ça en France, mais le degré de responsabilité des syndicats dans la concertation générale en Allemagne fait que les syndicats entrent dans la négociation salariale de l'automne, là en ce moment, avec des demandes un point plus faibles que les demandes traditionnelles en termes de hausse de salaire qu'ils avaient avant la crise. Donc ils partaient généralement en demandant 6-7% de hausse, ils atterrissaient autour de 3%, en tout cas sur les dernières années avant crise, c'est ce qu'on observait. Là, ils partent un point en dessous de la demande habituelle, et donc on imagine qu'en préprogrammé, en tout cas, ça donne un résultat qui sera normalement pas au-delà de ce qu'on avait avant crise sur les salaires allemands. Bon, l'inflation en Allemagne, elle progresse plus rapidement qu'ailleurs. 5,5% en fin d'année, bien sûr. Et pour des raisons structurelles. Alors, pour IG Metall, le problème, c'est que l'industrie allemande, notamment automobile, comme toute l'industrie automobile dans le monde, effectivement, il y a un problème qui doit faire peur aux syndicats sur l'emploi, etc., parce qu'on n'arrive pas les usines sont stoppées. Donc, je pense que ça joue sur ces revendications. Quand on regarde de façon plus large, je pense que les pressions sont bien là, parce que la demande, elle est toujours bien tenue. Et de fait, on va voir, nous, au contraire, un très bon troisième trimestre de croissance en Europe. Et pour revenir à l'emploi américain, mais je pense qu'il y a des changements structurels qui se sont opérés liés au Covid, rien que, on en parlait tout à l'heure ensemble, sur la façon dont les gens travaillent, sur peut-être des gains de productivité associés à ça, mais des déplacements qui vont plus se faire, etc. Mais quel impact ça aura sur les salaires, sur la façon dont les négociations se font? On ne sait pas. Donc il y aura plein de changements structurels qui s'opèrent. Mais à très court terme, on voit bien aux États-Unis, et je pense que tout le monde va écrire là-dessus, essayer de le penser, on n'arrive pas à faire remonter le taux de participation. Il reste très faible. Est-ce qu'il y a des gens, structurellement, on a déjà vu ces chutes, la précédente crise, c'était la même chose. On voit ça et on n'arrive plus à remonter. Et sauf tout à coup, il y a une sorte de croissance, on fait des cadeaux à tout le monde, c'était l'ère Trump, et on commence à embaucher des petits jobs qu'on n'arrive pas à retrouver aujourd'hui à cause du Covid, et essentiellement dans la restauration, etc. On a vu dans les chiffres 2 mois déjà où c'est à tonnes. Ça va revenir, je pense que ça va revenir. Mais il y a des changements structurels qu'on a du mal à saisir, et je pense que c'est encore des pressions supplémentaires, et qu'il y a quelque chose on pensait que le monde de demain allait revenir facilement. On voit bien que ça va être plus compliqué. Il y a ce changement sur le marché de l'emploi, et l'autre, je pense que l'énergie, on est en train de réaliser que aller vers la transition énergétique, ça va être super compliqué et qu'on est super mal préparé. C'est trivial. Même les Chinois, regardez ce qui se passe. Et nous, c'est un cas d'école. C'est-à-dire qu'on pensait qu'on avait le bon mix pour... quel que soit le choc, on était bon pour manipuler, ou en tous les cas piloter notre mix énergétique, et on voit que ce n'est pas le cas. Et donc, c'est un peu lié au Covid, peut-être, mais il n'empêche que non, on a un problème. Les experts expliquent structurellement quand même que les prix de l'électricité ne peuvent que monter sur les prochaines années. Mais le problème, c'est que c'est pas en vase clos, quoi. Il y a les autres, vos commerçants, ils vont te dire, compte tenu
du prix de l'électricité, je monte mes prix. Hein. Et on ne voit pas comment on s'en sort. On sait qu'on a besoin d'un prix du carbone plus important, mais ces histoires de pilotage, il y a un rapport très bon qui s'est sorti au printemps, je crois, de France Stratégie, qui expliquait ce problème. Ce problème qu'en France, en Europe, on a un problème de pilotage, parce que si on n'a plus de nucléaire, vu la vitesse à laquelle on fait s'en défaire, on n'a plus évidemment de fossiles. Mais ça, c'est un gros argument quand même, vous dites, pour la thèse... nucléaire. Non, mais la thèse inflationniste, vous voulez qu'on reste sur l'inflation, qu'on ne fasse pas le débat sur l'énergie, parce qu'on n'aura pas le temps, mais c'est un gros argument nouveau, d'une certaine manière, qui nous saute à la figure là, aujourd'hui. Dans quelle mesure la situation en Europe est différente de la situation américaine, sur le plan de l'inflation, du pricing aussi, peut-être des marchés? Aux dernières nouvelles, moi, j'avais un marché qui me disait 20-30 points de base de hausse de taux de la BCE fin 2023. Oui, enfin, je trouve ça... Est-ce qu'il y a un état du monde possible pour qu'on en arrive là Non, en fait. Non, d'accord. Non, mais voilà, déjà, c'est une réponse claire. Je pense que François Collet n'est pas tout à fait d'accord. Pas possible. En termes d'inflation, tout est possible, oui, mais bon, on est dans probable. un rapport de 1 à 2. Hein. On est dans un rapport de 1 à 2. Et en termes de soutien monétaire, il ne faut pas oublier que la BCE a amassé à peu près 8,5 trillions d'euros à son bilan. Donc c'est 78% du PIB de la zone euro, pendant que la Fed en a amassé à peu près 35%. Là aussi, on est dans un rapport de 1 à 2. Et donc la BCE s'est tellement engagée. Elle a aussi une mission qui va au-delà de la stabilité des prix, c'est l'intégrité de la zone euro. Enfin, je pense qu'on a tous compris. Et que compte tenu des divergences macroéconomiques qui ont été renforcées pendant cette crise Covid, il est évident que la gestion des spreads et des niveaux de refinancement pour la BCE est un objectif en soi. Alors, on met ça sous le terme stabilité financière. Conditions financières. Oui, c'est ça. Stabilité financière. Stabilité financière. Ça, c'est génial parce que ça justifie tout, finalement. Et on ne voit pas du tout la Banque Centrale Européenne sortir de ces programmes massifs d'achat de titres. Le marché y croit sur les spreads, là, périphériques. Il y a eu des débuts de tension, rien du tout. Remarquablement stables. Ils sont remarquablement stables. Oui, tout à fait. Donc, elle est crédible aujourd'hui, là. Je crois qu'on a tous compris que la BCE était là pour très 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 longtemps. Et alors pourquoi le marché se met à pricer des hausses de taux en 2023 ? Je sais que c'est loin, mais bon, ça nous dit parce qu'il y a quelque chose. D'accord. Et je pense aussi qu'on a compris que la Fed et la BCE partagent la même direction, dans le sens du voyage, mais à des rythmes différents. D'accord. Voilà. Donc il y a des nuances. Sur le pricing en zone euro, François ? Non, je suis d'accord avec ce que dit Franck. Mais la BCE s'est quand même lié les mains en changeant sa forward guidance il y a peu de temps et en liant les premières hausses de taux au niveau d'inflation constaté et au niveau de ses prévisions d'inflation. Ces prévisions d'inflation, elles dépendent de quoi ? Du niveau d'inflation, du niveau de croissance également. Elles surveillent l'évolution des salaires. Ce que je veux dire, c'est que très difficile de savoir où sera l'inflation. D'ici un an, on sera sans doute pas très loin des 2%. Mais si on a un niveau de croissance qui continue à être fort, si on a des négociations salariales ou des salaires qui commencent à monter, il n'est pas impossible que cette inflation proche des 2%, elle soit inscrite un petit peu plus loin dans les anticipations de la BCE. Bien sûr que la BCE, et je suis tout à fait d'accord, que la stabilité, l'intégrité de la zone euro, c'est sans doute son objectif numéro 1, parce que sinon, il n'y a plus de BCE et ils veulent quand même continuer à exister demain. Néanmoins, je pense que la politique de taux négatif pose des problèmes. Suivre un petit peu ce qu'a fait la Banque de Suède, c'est-à-dire de sortir de cette politique de taux négatif pour pouvoir revenir... Pas enclencher un cycle de hausse des taux, mais ne serait-ce que revenir à zéro, je pense qu'il y a une bonne partie des membres de la BCE une option possible. Qui seraient très heureux de voir cela. Et oui, je pense que c'est une option qui est possible qu'au cours de l'année 2023, on commence à voir... Possible, c'est pas probable. Non, bien sûr, oui. C'est possible. La distinction. Et je pense que oui, on peut voir effectivement la BCE commencer à remonter les taux pour aller vers zéro. Oui, ils resteront bas.
oui, il faudra refinancer la dette des États à des niveaux plus faibles que les taux de croissance, et la croissance potentielle est sans doute très faible en zone euro. Mais on voit bien déjà la complexité en termes de communication que ça génère. Oui, je remonte mes taux, mais c'est pas un cycle de hausse de taux, mais en même temps, je continue à faire du QE. Enfin bon, ça va être compliqué. Hein. C'est pas plain and simple, quoi. Mais moi, je trouve que le plus extraordinaire, peut-être, qui est en train de se passer, qui s'est passé pendant cette crise, c'est que, comme le disait Franck, en fait, l'élément essentiel qui dirige la politique monétaire en Europe, c'est de corriger l'erreur qu'on a fait il y a 10 ans. Et on s'est plongé nous-mêmes dans un cycle déflationniste. Et là, on a l'impression qu'on sort. C'est-à-dire que moi, j'ai une statistique que j'aime bien, mais bon, il ne faut pas non plus être aussi optimiste. Je pense qu'on a encore des dynamiques déflationnistes qui sont bien ancrées en Europe. Il faut les casser. Est-ce que le policy mix, l'espoir qu'on a et qui a l'air de se réaliser, si on regarde le budget de la France, les États vont dépenser, on va sortir de cette période. Est-ce qu'on va sortir aussi vite, c'est-à-dire tout à coup les gens vont sortir de cette dynamique et dès 2023 se dire on sort, l'inflation va aller à 2%, ça serait génial. Je serais d'accord avec tous les deux. Ce serait une bonne nouvelle dans l'absolu. C'est trop tôt, mais ça peut arriver. Mais encore une fois, la différence avec les États-Unis est essentielle. C'est que nous, on s'est fait un mal incroyable sur 10 ans d'avoir une dynamique déflationniste. Et aujourd'hui, qu'on regarde, il suffit, prenez les chiffres même du FMI, les déficits publics, même si nous on fait quand même mieux que les États-Unis, nous on reste en déficit pendant longtemps. La crise précédente, alors qu'on était mort en termes de croissance, on avait des excédents partout. Donc évidemment, avec l'Allemagne qui menait la danse. Mais je pense que c'est le changement le plus important qui, dans le monde développé, c'est un des changements les plus importants, hein, parce qu'on est quand même un des plus gros consommateurs du monde. Et si jamais on sort, peut-être qu'il faudra monter les taux, et ça serait une bonne chose dans la machine, avoir des taux positifs même à zéro. On voit bien que c'est compliqué pour tout le monde, c'est compliqué. Puis on rappelle, il y a toujours ce quiproquo, mais sur le long terme, les stratégies des banques centrales visent à faire remonter les taux, justement, à commencer par ceux en zone euro. Par rapport au dollar, où le dollar est fort, je sais pas comment. Mais ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Je voulais qu'on sorte un peu des marchés développés pour un petit point quand même sur la Chine et sur la dette émergente au sens large. François, déjà les dernières observations peut-être assez immédiates sur le crédit chinois, alors partant des sujets immobiliers bien sûr et des défauts, retards, non-paiements qui s'accumulent, Evergrande mais d'autres également. Chaque jour on a des petites nouvelles qui arrivent de Chine de ce point de vue-là. Stress important, maîtrisé sur le crédit chinois en lien avec l'immobilier, autour de l'immobilier. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade ? Oui, stress important sur le marché obligataire du crédit en Chine. Le high yield caracole à 17% de rendement. Donc on a vu des explosions sur les rendements obligataires pour les émetteurs de moins bonne qualité en Chine. Ça pose également un problème de refinancement. Évidemment, ça va être compliqué pour ces entreprises dont la dette arrive à échéance de se refinancer sur le marché à ces taux qui sont prohibitifs. Donc oui, là-dessus, on a un vrai stress de marché. Ces niveaux de taux risquent d'enclencher de nouveaux défauts. Néanmoins, je pense que les autorités chinoises ont la capacité de cantonner ça au marché obligataire chinois, au marché du crédit chinois. Et on voit que les emprunts d'État chinois tiennent très bien, la devise chinoise tient très bien. Attention quand même, depuis quelques jours, on a une tension sur le CDS 5 ans chinois. L'assurance contre le risque de défaut souverain chinois. Grosso modo, il y a 15 jours, le marché donnait 1,5% de probabilité que l'État chinois fasse défaut sur sa dette dans les 5 prochaines années. Aujourd'hui, on est à 3%. Alors, ça reste de la très bonne qualité, mais ça a doublé. Et il ne faudrait pas que cette contagion... Il ne faut pas que la signature chinoise soit attaquée à travers ce qui est en train de se passer. Je pense que c'est vraiment là qu'on aura c'est la ligne rouge à pas franchir. Vraiment.
Et sur la dette émergente au sens large, alors asiatique peut-être en premier lieu, est-ce que ça crée des opportunités pour vous? Est-ce que ce stress de marché avec des petits phénomènes de diffusion, de contagion, c'est des opportunités pour des gérants crédit? Alors, sur le crédit, on est plutôt méfiant sur tout ce qui est dette émergente. Pourquoi? Parce que on n'a pas forcément la même transparence ou les mêmes standards de communication financière sur les entreprises. Par contre, ça provoque des tensions sur les souverains émergents, sur certains souverains émergents. Je viens de donner l'exemple du CDS chinois, qui pour nous offre des opportunités et on ne voit pas de contagion au marché souverain émergent sur lesquels, oui, on commence à déceler des opportunités. Ouais, c'est de la pure mécanique de marché, vous dites, qui offre ce genre d'opportunités aujourd'hui. Ouais. Sur le stress chinois, la dette émergente, Franck ? Oui, alors sur la dette émergente, il y a quelque chose d'intéressant parce qu'on a beaucoup parlé d'inflation, mais quand une banque centrale émergente dit attention, l'inflation est temporaire, curieusement, elle n'a pas le même crédit dans les marchés que la Fed ou la Banque Centrale Européenne. Et ça crée des opportunités. Alors, elles ont dégainé déjà. Hein. Il y a eu déjà beaucoup de hausses de taux dans le monde émergent. Mais enfin, je sais que nos gérants émergents sont très, très occupés justement à séparer d'un côté des crédits plutôt fiables des autres. Et dans ce contexte où on met tout un peu dans le même panier, il y a des histoires intéressantes. Ouais. Donc, sélectivement, on est quand même très intéressé. Et sur la Chine, alors, c'est 30% du PIB, le secteur immobilier et la construction en Chine. Donc on ne peut pas imaginer une seconde que le gouvernement, que les autorités chinoises laissent la situation s'envenimer. Donc quelque part, il y aura un coupe-circuit. Mais à part ça, c'est un raisonnement qui est totalement insatisfaisant parce que c'est un raisonnement qui nous a fait commettre des erreurs. On se disait Evergrande, c'est too big to fail. Eh bien si, quand même, ça fail. Donc, alors maintenant, moi j'entends maintenant, il faut que Pékin autorise le défaut d'Evergrande pour gagner en crédibilité sur son marché du crédit, par exemple. Il n'y avait aucun défaut en Chine ces dernières années. Pékin était toujours là pour soutenir les entreprises. Intéressant ce que disait François tout à l'heure. Nous, dans le monde développé aujourd'hui, on interdit les défauts. Dès qu'il y a un problème quelque part, hop, on fait un chèque et les banques centrales s'en occupent. En Chine, j'ai l'impression que c'est un peu la dynamique inverse. On voit des entreprises, y compris dans la sphère publique, qui font des petits défauts ici et là. C'est autorisé par Pékin, ce qui n'arrivait pas les années... dans les cycles précédents, j'entends. Oui, il ne faut pas oublier que Huawei, qui a été sauvé quand même, enfin, pour l'instant, et son actionnaire, c'est le ministère des Finances. Ouais. Donc c'est quand même assez fascinant. Mais de toute façon, enfin, les autorités chinoises ont donné aussi une grille de lecture. On a les 3 fameuses red lines, notamment en termes de levier, au bilan. Et avec cette grille de lecture, on peut aussi faire la différence entre des crédits qui sont vraiment à risque et les autres. Un mot rapide pour conclure, Sébastien. Pour les Chinois, too big to fail, c'est too big. C'est simplement ça. Donc, et ils ne veulent plus avoir ces boîtes qui posent des problèmes systémiques et ils veulent mettre de l'ordre dans l'immobilier. La méthode, on peut la discuter, mais c'est leur méthode. Est-ce qu'ils ont la capacité d'arrêter ce chamboulement, l'espirale, où il y aura des morts, Je pense que malheureusement, même des personnes, des dirigeants de certaines de ces entreprises vont subir les conséquences. Mais pour l'instant, on voit bien que, en tous les cas, dans les chiffres, on voit pas le secteur immobilier qui est très important, entre 25 et 30% du PIB, s'écrouler. Donc c'est la bonne nouvelle. Il n'empêche que, aujourd'hui, le plus gros problème des Chinois, c'est bien la crise énergétique. C'est-à-dire que ils se la payent 2 fois, parce qu'ils ont des inondations dans la région du Nord, là où il y a le plus de production de charbon, et donc il n'y a pas d'électricité. Donc les boîtes, elles s'arrêtent. Donc les premières estimations tombent sur le 3e trimestre chinois, et c'est rare, il faut le signaler, peut-être qu'on aura un trimestre négatif. Ah ouais, à suivre. Bon, le FMI n'a pas tellement changé sa perspective pour la Chine. Ils sont toujours à 8% cette année et 5,6% l'an prochain. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à Planète Marché ce soir. Sébastien Paris-Horvitz, la Banque Postale Asset Management, François Collet, DNCA Investments et Franck Dixmier, Allianz Global Investors.